Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la sécurisation des opérations à l'international et moyens de paiement à l'international. Donc, Kevin Jégou du Crédit Agricole va animer pour nous dans quelques instants. Avant de commencer, je voudrais vous présenter Bretagne Commerce International. La plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà, donc je vais être brève. Pour votre information, BCI est une association d'entreprises de plus de 1000 adhérents. C'est un outil du Conseil régional et de la CCI Bretagne qui a été mis en place pour aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l'international et favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Notre équipe est répartie sur tout le territoire breton et nous travaillons avec un réseau mondial de plus de 200 prestataires agréés basés dans plus de 100 pays. Nous sommes là pour vous accompagner sur tout ce qui est conseil stratégique, technique et réglementaire. Nous vous proposons aussi, à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui, donc des réunions d'information thématiques. Alors, en temps normal, bien entendu, on les propose en présentiel. Et au vu de la crise sanitaire, donc on a dû s'adapter. On propose donc des webinaires. En temps normal aussi, on vous accompagne à l'étranger en organisant la participation des entreprises bretonnes sur des salons professionnels à l'international. Et pareil pour tout ce qui est mission sectorielle. Nous sommes à vos côtés pour toutes vos questions liées à l'international. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez aussi accès au site de BCI sur lequel vous avez notamment BCI Info, où vous pouvez trouver des informations de type études de marché, fiches pays ou autres dossiers thématiques du type par exemple Brexit ou plan de relance export. Vous êtes là aujourd'hui dans différents départements. Aussi, vous avez la possibilité de voir à la fin de la présentation de BCI, là sur la dernière slide, les contacts de vos différents conseillers selon votre département. Vous pouvez donc les approcher si vous avez, pour toutes vos questions liées à l'international. On peut aussi vous proposer, vous l'avez peut-être vu sur une slide, on est passé rapidement, des diag export ou des diagnostics TACI, donc des diagnostics des techniques administratives du commerce international. Pour cela, donc, en temps normal, on vient chez vous, là, on s'adapte et on vous propose ça en visio. Voilà, je ne vais pas prendre trop de temps. J'ai quelques précisions techniques par rapport à ce webinaire. Il faut donc que vous sachiez que votre caméra et vos micros sont désactivés. Seul M. Jégou et moi-même donc, sommes visibles et audibles. Si vous avez un souci de son ou de vidéo, vous pouvez me le faire savoir via l'option « Converser » que vous avez en bas de votre écran. Pour toutes les questions, vous pouvez les poser sur le module Q et R et non sur Converser. Je lirai vos questions donc à la fin de chacune des trois parties. Et puis enfin, pour votre information, ce webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité donc dans quelques semaines de pouvoir reconsulter, revoir la vidéo et avoir accès à la présentation. Voilà, je ne prends pas plus de temps. Je te laisse la parole, Kevin. Et merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents pour un exercice un peu nouveau pour moi. C'est vrai que, comme disait Monia, on a l'habitude de travailler avec BCI en physique. BCI propose de nombreux webinaires. Je suis content de pouvoir, pour le coup, faire cet atelier avec vous de façon dématérialisée, mais en tout cas en distanciel. Je vous demande un peu d'indulgence parce que c'est une première, donc on verra si tout se passe bien. Vous n'hésitez pas, en tout cas, à converser, comme disait avec Monia, sur l'application s'il y a quelques soucis que ce soit aussi bien au niveau de la compréhension que de la technique. Pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Kevin Jégou, je suis chargé d'affaires internationales au sein du Crédit Agricole du Finistère, mais depuis une dizaine d'années, je travaille au sein du pôle breton du Crédit Agricole. On va traiter toutes les opérations internationales de tous les clients des caisses régionales bretonnes et antillaises. C'est la petite spécificité qui est parfois un peu exotique, mais super intéressante à travailler. Ma spécialité, ma spécialisation, ça a toujours été dans les opérations de trade finance. C'est un peu mon dada, ma passion. J'aime beaucoup ça. Ce qui me plaît, c'est d'essayer de
vous aider au mieux, vous exportateurs, à récupérer de l'argent. Et pour nos clients importateurs, bah, c'est qu'ils aient bien la bonne marchandise qu'ils attendent, bien sûr. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de brièvement, le sommaire, on va aborder quels sont les risques export, les risques export d'un point de vue bancaire, bien sûr, parce que je n'aurai pas la prétention de connaître tous les aspects de vos métiers d'exportateurs vous êtes des véritables couteaux suisses, hein, il faut aller dans tous les sens, que ce soit aussi bien douaniers que commerciaux que fiscaux. Donc voilà, moi je vais m'attacher à voir avec vous quels sont les risques à l'export et comment on peut contrecarrer ça d'un point de vue bancaire, en abordant notamment les points du contrat commercial et des différents moyens de paiement. On verra très rapidement que le crédit documentaire est effectivement la solution la plus à même de vous sécuriser, de sécuriser votre revenu, enfin, en tout cas les montants que vous souhaitez récupérer grâce à une technique de moyen de paiement, et aborder aussi rapidement les garanties de paiement qui peuvent être en complément de vos moyens de paiement, pour conclure sur éventuellement, bien sûr, des échanges. Comme disait Monia, moi j'aime bien quand c'est assez interactif, et n'hésitez pas à poser des questions. On fera de brèves pauses, effectivement, entre chaque partie pour répondre à certains des sujets, quitte à revenir à la fin sur des points qui n'ont pas été clairs. Et bien entendu, si vous avez des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre sur le webinaire, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre par mail ultérieurement, sans problème. Donc, nous allons commencer par une jolie carte avec des pays et des couleurs variables, on va dire. C'est la carte des risques d'impayés des entreprises selon les pays, hein, que met à disposition la COFAS. Cette carte, elle date de juin 2020. Donc, juin 2020, on était en période post-premier confinement pour nous, hein, avec une reprise que certains qualifient en 2V, mais tout dépendait finalement de la région du globe où on se trouve. Et comme vous pouvez le voir, cette carte, elle a plus tendance à tendre vers le rouge que vers le vert. Il s'avère que même à une époque, il y avait de nombreux pays qui étaient en vert foncé, dont le Canada, les États-Unis. Et vous voyez que même les pays qui sont censés être des bons payeurs, eh ben, se dégradent. Malheureusement, sur la zone Afrique, eh bien, la situation est encore pire. C'est-à-dire que des pays qui avaient parfois un risque d'impayé qui était modéré deviennent de plus en plus compliqués à aborder pour vous. Comme j'ai tendance à dire, souvent, exporter vos produits, c'est bien, être payé, c'est mieux. Ainsi, il faut, dans tous les cas, s'intéresser à comment je vais réussir à récupérer les fonds lorsque j'aborde un marché export. Pour ce faire, j'ai identifié plusieurs risques. Comme je vous ai dit, c'est plutôt des risques qu'il y a d'un point de vue bancaire. Je voulais aborder avec vous en premier lieu, et c'est pour, on parle de ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité pour toutes les banques et toutes les entreprises, c'est le risque sanction. Pourquoi je vous en parle? On pourrait dire que c'est un peu loin de mes problématiques pour récupérer de l'argent. Et bien finalement, pas vraiment. Quels sont les risques? Vous avez un client qui vient vous voir, qui veut vos produits. Malheureusement, ce client-là fait partie d'un pays qui est sous embargo. La problématique que vous allez avoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui vont vouloir rapatrier des fonds depuis ce pays. Ainsi, vous-même, vous dites,
ce client-là a de l'argent, tout à fait capable de me payer, euh, et ben, vous allez vous heurter à un risque qui est le risque sanction, c'est le fait que, bah, effectivement, des politiques extraterritoriales, alors qui viennent pour la plupart et plus souvent, bien sûr, des États-Unis, mais pas que, il y a aussi l'Europe, hein, qui prononce des sanctions contre certains pays, eh bien, vont empêcher de travailler avec ces pays. Alors, on pourrait penser, et souvent les exportateurs nous disent, mais quel est le problème? Finalement, nous, on va récupérer de l'argent. On n'envoie pas des fonds vers ces pays. Oui, mais voilà, ces pays, parfois, eh bien, sont sous des listes de sanctions, car eh ben, leur devise, les fonds qu'ils ont proviennent parfois de, eh ben, soit du terrorisme, soit blanchiment d'argent lié au trafic de drogue et autres. Et voilà, il y a aussi des problématiques géopolitiques qui rentrent en ligne de compte, bien sûr, rapport aux militaires et autres. Donc, voilà un premier risque qui peut être impactant. Deuxième risque, les pays sous embargo partiel. Et à ça, j'ajouterais ce que vous voyez en dessous, hein, les biens à double usage. Pour vous faire une rapide définition, ce qu'est un bien à double usage, c'est un bien qui va être utilisable aussi bien dans le civil que dans le militaire. Alors, pour tous les entreprises qui font de l'agroalimentaire, vous n'avez pas ce problème-là. Les autres entreprises qui parfois font, ça peut aller du flexible, du tube en fer, ou des machines-outils, ou des moteurs, eh bien, il y a des possibilités que ces produits soient utilisés dans le cadre militaire. Problème, c'est que ces produits-là, eh bien, lorsque vous souhaitez les exporter, eh bien, il vous faut une licence des autorités compétentes. Alors que lorsqu'il s'agit des biens à double usage, c'est le service des biens à double usage, hein, comme son nom l'indique, qui va délivrer des licences, donc qui est géré par la DGE, hein, pour le coup. Et après, pour les biens militaires, là, c'est clairement des licences délivrées par la DGA. Donc, en dessous, hein, ce que j'ai fait, c'est effectivement pour éviter ces risques, votre travail sera déjà de bien connaître votre client, un prospect. Bien que parfois il ne fasse pas partie d'un pays sous sanction, bah, il peut être sur des listes de sanctions. Bien vérifier d'où où part votre marchandise, au final, la destination finale de la marchandise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, il y a certains pays, comme les Émirats, pour ne pas les citer, et voilà, comme les Émirats arabes unis ou la Turquie, qui sont connus pour faire du contournement d'embargo. C'est-à-dire que finalement, pour éviter qu'on voit les noms Iran, voilà, Corée du Nord ou autres sur certaines factures, eh bien, la vente va se faire auprès de ces pays. Donc attention à la destination finale de vos biens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un point de vue strictement bancaire, nous, on va s'intéresser à ces virements qui viennent de ces pays. Si effectivement il y a connaissance, et si les autorités américaines, européennes ont connaissance de business avec ces pays-là, ce n'est pas tant votre partenaire bancaire qui sera embêté, mais également vous. Il y a dans la presse actuellement, hein, le procès Lafarge sur voilà, des problématiques liées à la Syrie notamment. Donc voilà. Et enfin, de vous assurer aussi des restrictions liées à vos produits, hein. Donc effectivement, cette notion de bien à double usage, je vous invite à vous y intéresser sur le site dédié, hein, qui est le site du service des biens à double usage. Ça pourrait vous éviter des problèmes. Quand je parlais de pays sous embargo partiel, par exemple, on a la Russie qui, voilà, il n'y a pas dans les domaines de l'énergie et de l'armement notamment. Et vous verrez que pour, par exemple, envoyer un moteur en Russie, c'est très compliqué parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de composants, par exemple, américains dans vos moteurs. Bon, c'est des exemples voilà, de tous les jours, mais intéressez-vous à cette problématique-là aussi. Bon, rapidement, le risque de change aussi.
hein, il est évident que si vous êtes payé en devise, eh bien, vous subissez clairement le risque de change, hein. Si, vous avez négocié un contrat, que l'eurodoll était à 1,10 et que malheureusement, lorsque vous êtes payé, l'eurodoll est à 1,20, vous êtes un peu embêté. Du coup, pour vous, hein, et pour votre entreprise, l'intérêt, c'est de bien connaître votre court budget, le cours, hein, euro-dollar ou euro-GBP ou euro-devise en tout cas, à partir duquel votre marge n'est pas trop impactée. Et comment vous allez pouvoir faire ça? C'est en coordination avec vos services achats, bien sûr, et vos services de production. Bon, au niveau bancaire, bien sûr, euh, des spécialistes sont là pour vous aider à comprendre ces problématiques et éventuellement à vous couvrir à terme avec les produits, hein, de vente à terme, alors d'enveloppes de devises qu'on appelle flexi-gain au Crédit Agricole ou d'options de change lorsqu'on a une connaissance un peu plus poussée de ce domaine-là, au niveau des devises. Notre risque à l'export, le risque logistique. Effectivement, hein, dans votre contrat, il est mentionné des dates, il est mentionné que vous allez vendre un type de matériel, et pendant le trajet, ou le trajet peut être retardé, il peut y avoir des soucis sur vos matériels envoyés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Déjà, d'une, c'est bien définir dans votre contrat commercial l'incoterm. Incoterm, alors voilà, les Incoterms 2020 sont sortis en janvier, là, 2020, bien sûr. Les Incoterms, ils définissent aussi bien qui paye et qui se charge du transport et de l'assurance, mais surtout qui supporte les risques. Hein, donc ça, bien sûr, il y a des formations auprès de la CCI notamment, et Monia vous en fera part, bien sûr, si vous avez besoin de compléments, on abordera un petit peu dans quelques slides les incoterms, mais effectivement, c'est des sujets qu'il est important de maîtriser, notamment du choix de vos moyens de paiement. Donc, l'assurance de votre marchandise, c'est aussi lié aux incoterms, hein, bien entendu. Donc, voilà, est-ce que c'est vous qui êtes en charge de payer l'assurance? Est-ce que cette marchandise est bien assurée? Parce qu'effectivement, tout dépend de la valeur ajoutée de vos produits, mais les assurances transporteurs, si on ne prend pas une assurance complémentaire, parfois, on peut avoir des petits soucis quand il s'agit de se faire rembourser, qu'on parle de poids, de prime au poids, enfin en tout cas de remboursement au poids, lorsque la valeur ajoutée de vos produits n'est en rien liée au poids de vos produits. Alors, en quoi le crédit documentaire peut être une réponse à ce risque logistique? Eh bien, sachez que le crédit documentaire, on abordera bien sûr tout à l'heure, c'est le paiement de documents conformes. Alors, du moment que vous avez reçu ce crédit documentaire et que vous avez respecté ces termes, eh bien, vous serez payé par une banque, qu'importe ce qui s'est passé dans votre opération logistique. On l'abordera bien sûr tout à l'heure. Au niveau de la trésorerie, bon, il faut savoir qu'effectivement, hein, l'export, que ce soit à l'export ou à l'import, hein, la date de valeur des paiements, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. La situation du client, bien sûr, si elle n'a pas les fonds, elle ne va pas vous payer. La situation de la banque, si elle est en attente de plusieurs virements vers un partenaire bancaire pour lancer un fichier regroupé, on va dire ça, et la situation du pays. Effectivement, certains pays sont régulés par le contrôle des changes. De ce fait, eh bien, parfois, il n'y a pas de devise. Et s'il n'y a pas de devise, eh bien, effectivement, vous, malgré la bonne volonté de votre client, vous ne serez pas payé. Alors, bien sûr, vous me direz, risque de trésorerie, comment je peux contrecarrer ça? Par un paiement d'avance. Ça, là, vous avez tout à fait, vous aurez tout compris et vous aurez tout bien négocié si vous réussissez à avoir un paiement d'avance. Ce que je vous souhaite, hein, parce que ça évite bien des problématiques.
Maintenant, les paiements d'avance, dans certains pays, sont interdits. Les paiements d'acompte. L'acompte, donc le paiement d'avance total, mais on peut avoir aussi demandé, pour aussi alléger sa trésorerie, le paiement d'un acompte. Alors, dans certains pays, c'est encore interdit, ou des fois, c'est autorisé, mais contre présentation d'une garantie bancaire de restitution d'acompte. Du coup, voilà, vos partenaires bancaires sont à disposition pour effectivement vous, pour solidifier votre trésorerie, dire voilà, moi je veux bien, euh, je vais négocier avec vous un acompte de 30%, et pour vous montrer ma bonne volonté, je vais vous produire une garantie de restitution d'acompte. Donc voilà, comment essayer de régler un sujet de trésorerie. Quand j'évoquais les dates de valeur et le crédit documentaire, sachez que lorsqu'on parle d'un crédit documentaire et qu'une banque a donné un engagement de payer dans le cadre d'un crédit documentaire, les dates sont toujours respectées. C'est-à-dire que si vous avez présenté des documents, et on le verra tout à l'heure, qu'ils sont corrects, et que la banque a dit qu'elle paiera, elle paiera à la date qu'elle a mentionnée. Donc ça, il n'y aura pas de sujet de 2 à 3 jours de trésorerie, et parfois, on est à 2 à 3 jours de trésorerie dans les entreprises. Donc, il faut être conscient de ça. Et les crédits documentaires sont des instruments qui peuvent être escomptés selon certaines conditions. On reviendra tout à l'heure aussi. Bon, le plus important, et vous l'avez vu dans le premier slide, ça va être le risque crédit. Risque crédit de vos clients. Risque de crédit de vos clients parce qu'effectivement, vous allez à l'export, vous ne connaissez pas forcément, même malgré tout les nouvelles technologies, on ne peut pas forcément avoir une connaissance fiable de la situation financière d'un client en Afrique subsaharienne ou au fin fond de l'Asie. Ça peut être compliqué. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi des problématiques de risque crédit bancaire. C'est-à-dire que, est-ce que je me satisfais d'un engagement bancaire d'une banque au Zimbabwe? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Pour ce faire, voilà, vous avez les mêmes solutions, et vous verrez que mon propos est légèrement orienté. Je vous invite souvent à voir le crédit documentaire comme une solution, mais vous verrez rapidement que c'est la meilleure alternative pour un client et son fournisseur. Donc l'assurance crédit, c'est un sujet aussi pour l'assurance crédit court terme, que vous pouvez voir avec des confrères tels que Euler Hermès, Coface, Atradius. Vous les connaissez certainement, ces établissements d'assureur crédit. Voilà, ils vont être amenés à vous rassurer sur un client ou autre. Malheureusement, dans le contexte actuel, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, c'est des retours clients. Mais il y a de moins en moins, ou en tout cas, les lignes se ferment un peu plus facilement sur les assureurs crédit, sur des zones un peu plus sensibles. Eh bien, il y a aussi le crédit documentaire, bien sûr, parce que qu'est-ce que le crédit documentaire? C'est un engagement bancaire, donc vous supprimez votre risque crédit client. Vous prenez un risque crédit banque. Donc, si vous n'êtes pas, si vous ne savez pas quelle est la situation financière de votre client tunisien, eh bien, vous allez demander un crédit documentaire à une banque tunisienne pour être payé. Et si vous n'êtes pas, et si vous ne connaissez pas la situation financière de la banque tunisienne, vous pouvez même demander un crédit documentaire confirmé. Pourquoi? Et qu'est-ce que le crédit documentaire confirmé? On y reviendra plus tard, mais effectivement, le crédit documentaire confirmé, c'est l'engagement de la banque de confirmation de supporter le risque de non-transfert des fonds lié à un risque géopolitique ou à un risque de banqueroute, tout simplement, de la banque en face. Et c'était mon dernier point. Effectivement, sur le risque pays, c'est un des risques les plus embêtants en ce moment, notamment lié à tout ce qui est devise. Alors, je vous disais qu'effectivement, certains pays sont liés au trade finance parce que
ils régulent leur monnaie comme cela, notamment beaucoup de pays du Maghreb, une grande partie des pays du Maghreb, à savoir Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte. Mais parfois, il y a aussi un risque géopolitique lié à toute autre chose. Pardon. Là, en ce moment, la situation est un peu mieux actuellement, mais au Nigeria, il y a un très grand manque de devises. Pourquoi? Parce que les prix du pétrole ont fortement baissé. Et de ce fait, il n'y a plus de devises pour payer les autres fournisseurs du Nigeria. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises exportatrices françaises et autres qui attendent des euros, qui n'arrivent pas du Nigeria. Et là, on est plus lié à une situation géopolitique. Quelle est la solution qu'on peut vous proposer dans ce cadre-là? Eh bien, effectivement, c'est le crédit documentaire confirmé, parce que la banque de confirmation, donc votre banque, la majorité du temps, on ne va pas compliquer les choses, mais votre banque prendra un engagement de couvrir le risque de non-transfert si les fonds n'arrivent pas de premier engagement, qui est l'engagement de la banque émettrice, donc de la banque étrangère. Donc voilà les différents risques que vous pouvez avoir à l'export. C'est bien sûr non exhaustif, mais voilà ce que j'ai identifié. Et bien sûr, vous avez pu constater que le crédit documentaire est une des solutions à une bonne partie de ces risques. Hop, voilà. Bien sûr, la base de votre exportation et de vos projets vont passer par le contrat commercial. Le contrat commercial, il va être à rédiger avec le plus grand soin. Pourquoi? Parce que on a tendance, malheureusement, voilà, j'étais aussi dans d'autres vie au niveau des achats, à essayer d'aller au plus vite et à ne pas s'intéresser à des points qui pourraient, en cas de pépin, et c'est toujours en cas de pépin, de toute façon, qu'on se rend compte qu'on s'en était pas rendu compte, eh bien, voilà, il y a des points qu'on a laissés de côté, pensant que ça n'arrivera jamais. Mais effectivement, tout ce qui est des notions qui ne rentrent pas dans... Alors, j'ai mis dans le cadre d'un droit international, parce qu'effectivement, il n'y a pas de droit international. Si on ne définit pas un droit dans un contrat, eh bien, quel est-il? Et vers quel tribunal on va se retourner? Donc, il est aussi très important de bien définir les incoterms, comme je vous disais, parce qu'effectivement, on va pouvoir savoir, grâce aux incoterms et aux différences qu'ils ont entre eux, qui supporte le risque. S'il y a un problème dans le transport, ce qui peut arriver, ce qui arrive malheureusement parfois. Au niveau de votre contrat, de quoi vous allez pouvoir parler aussi? Surtout de la clause de propriété. Quand est-ce que votre produit devient la propriété de votre client? Et ça, voilà, pour le coup, souvent on pense que les incoterms régissent cela, mais non. La clause de propriété, c'est lié à votre contrat commercial. Les clauses de distribution, là, c'est plutôt par rapport à ce que je disais en préambule, par rapport au risque de sanction. Attention à ce que vos produits n'aillent pas un peu partout dans le monde sans que vous sachiez effectivement qu'ils iront par exemple dans des zones un peu sensibles que vous n'aimeriez pas que vos produits se baladent là-bas. Donc, pour revenir rapidement au niveau des incoterms, voilà les incoterms 2020. Alors, les incoterms 2020, ils n'ont pas vraiment de chance parce qu'ils sont arrivés en janvier 2020 et comme vous le savez, la planète tournait au ralenti. Les Chinois étaient malheureusement pour eux aussi en vacances de Nouvel An un peu forcées, mais assez prolongées. Et nous-mêmes étions dans des situations un peu délicates. Du coup, je vais vous en parler rapidement, mais sachez que pour le moment, en tout cas au niveau bancaire,
eh bien, on ne voit pas vraiment beaucoup de références aux Incoterms 2020. Les Incoterms 2020, ce sont International Commercial Terms qui sont régis par la Chambre de commerce, bien sûr, internationale. Alors, j'ai eu une question liée aux Incoterms en amont de la présentation, notamment rapport au SCA et au FOB. Hein. Est-ce que les banques vont imposer les Incoterms 2020, déjà d'une, et est-ce qu'ils vont imposer à ce que lorsqu'on demande un document de transport maritime, on passe par du FCA? Alors, sachez d'abord que les banques n'imposent rien du tout. Les banques, ce n'est pas elles qui régissent les Incoterms, et elles vont juste imposer, quand elles émettent des crédits documentaires, en tout cas, que ce crédit documentaire soit cohérent. Mais sinon, elles n'imposent rien du tout. La problématique que j'ai soulevée là, c'est effectivement, donc les Incoterms, ça sert à quoi? À régir, et là on va aller de haut en bas, le niveau, les coûts, pardon, excusez-moi, du transport et le niveau de risque supporté du moins impactant pour l'exportateur, donc tout en haut, l'Ex-Works, vous allez laisser à disposition votre marchandise près de vos locaux. Ensuite, le free carrier, écoutez, vous allez simplement mettre à disposition sur le camion ou alors dans les locaux du transitaire votre marchandise en vous acquittant du pré-transport. Carriage paid to, eh bien, ça veut dire que vous allez payer le transport principal. Par contre, vous ne supportez pas le risque du transport principal. SIP, ça veut dire que vous payez le transport principal, mais vous payez pas vous payez l'assurance du transport principal, en tant qu'exportateur, bien sûr. Delivered place, vous payez le transport et vous supportez le risque du transport principal jusqu'à un point dénommé. DPU, c'est le petit nouveau, hein, qui Delivered place unload, c'est plutôt lors de gros projets, et c'est lorsque vous avez effectivement des grosses machines-outils à délivrer à un point dénommé et jusqu'à vous allez le sortir du camion finalement. Et DDP, ça va être Deliver Duty Paid, donc vous faites du all-inclusive, c'est-à-dire que vous envoyez votre marchandise jusqu'au locaux de votre client et vous vous occupez des formalités de dédouanement, ce qui est un peu compliqué pour vous. Donc les autres, hein, c'est seulement pour du maritime. Alors quand on dit tout mode de transport, ça veut dire aussi maritime. Hein. C'est-à-dire que l'incoterme FOB que vous avez pu voir et que vous voyez toujours, qui est assez, voire très usité, en fait, la Chambre de commerce internationale ne l'aime pas. C'est pour ça qu'ils essayent de faire en sorte que le FCA le remplace. Maintenant, dans le commerce international, le FOB a toujours une place prépondérante dans le cœur des Asiatiques notamment, mais voilà, même au Maghreb, hein, c'est un incoterme qu'on voit toujours. Mais la logique était de se dire que effectivement, normalement, le FOB, hein, Free on Board, c'est la mise, vos obligations en tant qu'exportateur vont jusqu'à la mise à bord du bateau. Hein. Sachant que vous, logiquement, quand vous faites de l'export, eh bien, vous remettez votre marchandise à un transitaire, vous n'allez pas le mettre directement sur le bateau. Donc voilà, c'est pour ça que la majorité du temps, les organismes internationaux trouvaient que c'était plus logique de mettre du FCA, mais par contre, voilà, on voit quand même toujours du FOB dès qu'il s'agit de maritime. Donc bien entendu, hein, les incoterms, c'est les 3 lettres, suivi du lieu précis où s'arrêtent vos obligations. Hein, quand on dit Paris-Charles de Gaulle Airport,
c'est un minimum. C'est-à-dire que parfois, même, on voit aussi enfin, le hangar, limite. Hein. Ça peut aller jusque-là. On est sur des fois des... Mais ça régit au moins qui supporte les coûts et les risques jusqu'à ce point précis. Et bien sûr, toujours faire référence aux règles, aux incoterms. Hein. Donc nous, actuellement, comme je vous disais en préambule, hein, on voit toujours les incoterms 2010. Ça ne change rien. Tant qu'on fait référence à un corps de règles, eh ben, nous, on va s'appliquer à essayer de comprendre et de respecter, en tout cas, de voir que les documents qu'on vérifie respectent les incoterms 2010. Hein. Mais toujours un lieu précis et le corps de règles y afférent. Donc voilà, au niveau des incoterms, c'était une bref aparté, mais ça peut impacter une majorité de choses, notamment dans les documents que vous avez à produire. Et on verra par la suite que c'est très important dans le cadre du crédit documentaire. Alors, le choix du mode de règlement. Alors, je me suis limité volontairement à 3 modes de règlement précis. J'ai eu une autre question en préambule de cet atelier relative à est-ce qu'il existe d'autres moyens de paiement autres que les sempiternels crédits documentaires et remises documentaires et virements, type plateforme WeTrade. Alors, pour tout vous avouer, hein, la plateforme WeTrade, nous, on ne l'utilise pas au sein du Crédit Agricole, c'est un produit qui est proposé, je crois, par la Société Générale. La plateforme WeTrade, c'est une plateforme finalement qu'on qualifie de blockchain en pouvant digitaliser les échanges, financer les échanges. Bon, actuellement, la plateforme est en train j'ai cru lire, hein, en train de licencier des personnes. Peut-être, je ne sais pas si le système fonctionne vraiment. Maintenant, il est voilà, ça peut être intéressant dans le cadre d'opérations qu'on va qualifier de régulières avec des partenaires qui sont notamment de bonne santé financière. Mais là, je préférerais, s'il y a d'autres questions, j'y répondrai ultérieurement parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont très spécifiques et que moi, au niveau du Crédit Agricole en tout cas, je n'ai pas, j'ai pas ces éléments-là. Nous n'avons pas ce type de produit-là. Donc, les moyens de paiement internationaux, tels qu'ils sont, j'ai volontairement aussi pas mis le chèque, hein, parce qu'on reçoit encore beaucoup de chèques. Maintenant, le chèque est un des moyens de paiement les moins sûrs, hein, du fait aussi de la perte de documents, mais voilà, je ne l'ai pas mis parce que je trouve qu'il faut vraiment, vraiment à tout prix éviter ce mode de paiement à l'étranger. C'est vraiment préférable parce que chèque sans provision, ben, effectivement, vous aurez un bout de papier qui ne vaudra rien du tout. Alors, pourquoi, dans un premier temps, j'ai parlé de l'initiative du paiement? Le virement, ben, bien sûr, c'est votre client qui va le faire. Hein, donc, tant qu'il n'a pas décidé de faire votre virement, ben, il ne le fera pas. C'est bête à dire, hein, c'est bête à dire, mais effectivement, le fait que la remise documentaire et le crédit documentaire soient l'initiative, à votre propre initiative, à vous, exportateur, ben, ça vous permet d'initier les choses. Hein. C'est vous qui êtes maître dans le fait de réclamer ce paiement. Donc, bien sûr que le virement, c'est plus simple, plus rapide, moins coûteux. Par contre, bah, vous n'avez en aucun cas de visu sur le risque crédit du client et encore moins du pays ou de la banque. Par rapport à la remise documentaire, voilà, le risque crédit client peut être un petit peu couvert, mais pas tout à fait, parce qu'effectivement, on verra tout à l'heure qu'une remise documentaire, ben, ça peut être aussi payable contre acceptation d'une traite à échéance. Et si à échéance, il n'y a pas de fonds sur les comptes, on est bien embêté. De la même façon, comme il n'y a pas d'engagement bancaire, eh ben, le risque pays ou banque n'est pas supporté. Le crédit documentaire, alors oui, bien sûr,
Ça peut être un peu plus compliqué, ça va prendre un peu plus de temps, et c'est un peu plus cher. Mais c'est malheureusement pour vous, parce que parfois c'est aussi beaucoup de travail administratif, le seul moyen qui vous permet de ne pas supporter le risque crédit client ou le risque pays banque. Donc, dans un premier temps, voilà, je vous ai mis un schéma rapide, mais comment on fait un virement, voilà, comment ça se passe avec un virement simple. Alors, on peut, donc, bien sûr, contrat commercial, expédition de bonnes marchandises, et après, le règlement. Bah oui, c'est bête à dire, mais le règlement sera soit par SWIFT, soit par SEPA. Hein, donc, tous les pays de la zone SEPA, c'est Europe plus AELE. Donc en euros, bien sûr, pas en devises, et tous les paiements en devises passent par le réseau SWIFT. Donc, normalement, les dates de valeur pour du paiement SWIFT, c'est du J+2 ou remboursé, mis à part si on réclame et si les banques compensatrices sont sont dans un bon mood ce jour-là. Et le virement SEPA, c'est J+1, sauf si on peut avoir du J si on est très tôt le matin. Ça dépend, et ça dépend encore une fois du réseau. Bon, voilà, le schéma, il est très simple, hein, mais ce que je mets en dessous, c'est que le paiement, il est à l'initiative de l'acheteur. Donc, voilà, on parle de risque, là, il n'y a aucune sécurité pour vous, vraiment aucune sécurité pour vous. Hop. Donc, on a le deuxième moyen de paiement qu'on appelle l'encaissement des documentaires. Qu'est-ce qu'un encaissement documentaire? L'encaissement documentaire, c'est le fait pour un exportateur de remettre des documents à sa banque qui elle-même va les présenter à la banque du client avec des instructions. Ces instructions, c'est les suivantes. Vous avez droit de remettre ces documents contre un paiement à vue, ou vous avez droit de remettre des documents contre acceptation d'une traite à échéance. Il n'y a aucun engagement bancaire. Lorsqu'on parle d'encaissement documentaire ou remise documentaire, il faut bien avoir en tête que eh bien, les banques n'ont qu'un mandat de votre part de respecter vos instructions. Donc, elles sont régies par les RU 522 qui datent de 1995. Donc, c'est aussi des vieux moyens de paiement, mais des moyens de paiement qui fonctionnent encore beaucoup sur tout ce qui est Afrique subsaharienne. On est majorité du temps, nos clients utilisent ce type de moyen de paiement. Donc, comment ça se présente? Et alors, oui, je vous ai mis parce que souvent on a la question de c'est quoi une traite? Qu'est-ce qu'il faut y mettre? Alors, je vous ai mis pour exemple et pour schématiser les mentions importantes à rajouter sur une traite. Ce que je vous conseille de faire attention, c'est notamment, alors normalement, il ne faut pas qu'il y ait de rature sur les traites. Donc, les carnets de traite, hein, comme on peut en trouver, souvent mettre le petit symbole euro. Donc, si vous avez une créance en devise, essayez de trouver une traite avec effectivement marqué le nom de la devise, si ça vous... Hop là, et les mentions bien sûr importantes à avoir. Alors, en rouge, là, vous voyez le petit cercle qui met contre acceptation ou aval. Effectivement, alors l'aval bancaire, c'est du droit cambiaire français. Donc, ça fonctionne pas toujours lorsqu'on parle d'aval au niveau des banques africaines. Il est préférable, voilà, c'est normalement l'aval bancaire, c'est quoi? C'est de dire, bah oui, moi, je garantis que cette traite sera payée en tant que banque. Maintenant, ça ne veut pas dire la même chose suivant le pays où on est. Donc, préfère éviter de proposer ce type de paiement aussi parce qu'on n'est pas sûr au niveau juridique que ça va être bon. En tout cas, essayez d'éviter cela. Alors, schématiquement, comment ça va se présenter votre remise documentaire? Vous allez avoir votre contrat. Dans votre contrat, vous allez dire je veux être payé par remise documentaire. Vous expédiez votre marchandise et là, il est important de savoir avec votre acheteur qu'est-ce qu'il a besoin comme document pour retirer sa marchandise au port. De votre côté, il va falloir être malin. Il va falloir se dire, bon, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que je vais faire passer par le
circuit bancaire pour éviter qu'il récupère sa marchandise trop vite et sans avoir payé. L'intérêt de la remise documentaire, c'est effectivement de remettre des documents contre paiement et de se dire, voilà, il faut que l'acheteur ait besoin de ces documents pour retirer la marchandise au port ou à l'aéroport. Donc, à vous de définir, dans votre contrat commercial, bien sûr, avec l'acheteur, quels sont les documents qui vont passer par la remise documentaire. Comme vous pouvez le voir, vous allez envoyer vos documents à votre banque. Vous allez lui demander d'envoyer les documents à la banque de votre client, selon certaines instructions. Instructions de paiement à vue des documents, donc remise des documents contre paiement ou contre acceptation d'une traite. Dans le premier cas, vous allez être très embêté si, par exemple, votre client n'a pas les fonds. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous avez tout de même la chance, j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas forcément évident après à gérer, de récupérer les documents et de pouvoir rapatrier votre marchandise ou de la revendre sur place de façon différente. Hein, les documents qui étaient nécessaires au retrait de la marchandise, finalement, vont vous être retournés parce qu'il n'y a pas eu de paiement. Bon, c'est vraiment pas super pour vous, mais c'est un moindre mal. Donc, le paiement à vue, on va dire que si c'est du maritime, ça va vous permettre de ne pas supporter le risque crédit client parce que vous allez pouvoir récupérer au bout du compte, même si c'est dans des conditions déplorables, votre marchandise. Deuxième cas de figure, la remise documentaire se fait contre acceptation d'une traite à échéance. Dans ce cadre, eh bien, s'il n'y a pas de fonds à échéance de la traite sur le compte de votre client, eh bien, la banque de votre client ne peut pas le débiter. Or, il a récupéré les documents parce qu'il avait accepté cette traite à échéance. Donc, vous n'avez plus votre marchandise et vous n'êtes pas payé. Alors, parfois, bien sûr, il n'y a pas de fonds sur le compte au jour J, et puis on peut attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il y ait des fonds. Parfois, il n'y a pas les fonds du tout. Et là, c'est plus embêtant. Donc, à éviter, maintenant, pour pratiquer tous les jours, je sais bien que sur des clients africains notamment, tout ce qui est Bénin, Guinée et autres, il n'est pas envisageable parfois de faire de la remise documentaire contre paiement à vue. Ils ont besoin de temps pour leur trésorerie et vous êtes obligé de vendre avec ces termes-là. C'est un risque qui s'apprécie, c'est à vous de l'apprécier. Mais effectivement, il faut une sacrée confiance envers votre client. Hop. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à une matrice des moyens de paiement. Elle est bien sûr liée à votre appréciation au risque en tant qu'entreprise, bien sûr. Et je vous détaillerai dans la deuxième partie qu'est-ce que le crédit documentaire, comment il peut être utilisé, mais vous voyez bien que la majorité du temps, dès qu'il s'agit d'un risque pays modéré, d'un risque ou d'un montant important à sécuriser, on va devoir passer par un crédit documentaire, qu'il soit confirmé ou notifié seulement. Alors, on arrive à la fin de la première partie, qui était liée au contrat et aux moyens de paiement autres que le crédit documentaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai reçu différentes questions et la plupart concernaient les incoterms. Alors, pour entrer dans les détails sur les incoterms, j'ai indiqué donc aux entreprises qu'on leur ferait une réponse, disons, individuelle pour ces questions-là, si ça te va. Voilà, j'ai une question qui concerne la liste des pays dont les paiements d'avance sont interdits. Est-ce que c'est une liste que tu peux communiquer, dont vous disposez Malheureusement, non. On n'a pas de. C'est lié vraiment à. Vous voyez, par exemple, l'Algérie
à modifier plusieurs fois en peu de temps ces instructions de paiement. Ils ont même autorisé à ce que des documents soient envoyés par courriel, par mail, plutôt que par papier, hein, au niveau du crédit documentaire. Donc, on n'a pas de liste de tous les pays du monde où c'est interdit. Mais effectivement, par contre, vous pouvez tout à fait me poser les questions au cas par cas, j'y répondrai sans problème. Euh, Quand je dis les paiements d'avance sont interdits, c'est aussi le fait que dans le cadre de la réglementation d'échange, un pays comme par exemple l'Algérie, jusqu'à très récemment, n'autorisait que des paiements par remise documentaire ou crédit documentaire. Ainsi, il n'y avait pas de paiement d'avance possible. Donc, pourquoi il faisait ça pour que la Banque centrale algérienne puisse réguler sa monnaie. En payant par remise documentaire ou crédit documentaire, les autorités étaient conscientes des différents besoins, de devises qu'il y avait pour le pays et pouvaient réguler ainsi leur balance de devises. Donc, non, malheureusement, je n'ai pas cette liste exhaustive, mais c'est vraiment trop lié à une situation qui est en plus actuellement assez tendue, hein, pour tout avouer. Très bien. Par rapport toujours aux incoterms, je voulais juste préciser que l'Exworks que tu as montré, donc l'Exworks c'est le DDP, donc parmi les autres incoterms. Alors l'Exworks, on ne le recommande pas, même si honnêtement, en échangeant régulièrement avec des entreprises, on se rend compte qu'il est encore très utilisé. Donc, on ne recommande pas, tout simplement parce qu'en tant qu'exportateur, vous n'êtes pas responsable du dédouanement export et donc vous risquez de ne pas pouvoir justifier de la facturation hors taxe pour l'expédition parce que vous n'aurez pas les documents, notamment le XA, prouvant que la marchandise a quitté le territoire. Tu as aussi évoqué le DDP, effectivement aussi à éviter parce que trop de responsabilités, notamment le dédouanement à l'importation dans le pays. Et selon le pays, ça peut être très compliqué, donc plutôt à éviter également. Voilà, pour les autres questions, comme il y avait besoin de précision, voilà, on va faire des réponses en one-to-one aux questions spécifiques sur les incoterms. Très bien. Je sais effectivement, rapport à l'Exworks, alors, je comprends tout à fait, et puis dans certaines entreprises, on n'est pas staffé pour gérer le transport international. Maintenant, pour l'export, c'est pas la chose la plus simple à gérer parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas gérer tout ce qui est douane export, comme tu l'as dit, et puis DDP, non, c'est du boulot. D'aller voir la douane des pays étrangers, j'imagine pour vos entreprises que c'est beaucoup de boulot, et du coup, dans ces cas-là, voilà, faire très attention aussi avec ce type d'incoterms. Clairement, ce qui est préconisé dans le cadre de ce qui est préconisé, qui est le plus utilisé et le plus utile dans le cadre de crédit documentaire, là je parle des crédits documentaires, c'est tous les incoterms en C, parce que c'est vous qui gérez le transport notamment. C'est vous qui payez, très bien, mais vous refacturez, donc c'est pas très un problème. Par contre, c'est pas vous qui supportez le risque. S'il y a un problème au niveau du transport principal. Donc, c'est le plus favorable pour vous. Et vous allez pouvoir remettre les documents qui sont nécessaires au dédouanement là-bas. Donc, c'est dans le cadre d'un crédit documentaire, les incoterms en C qui sont le plus à utiliser selon les experts dans ce domaine-là. Tout à fait. Pour précision, vous pouvez trouver sur le site de Bretagne Commerce International une fiche sur les incoterms. Nous avons aussi proposé un webinaire, donc à l'image de ce qu'on est en train de faire. On avait proposé donc un webinaire sur les incoterms en juin dernier et vous avez la possibilité de revoir la présentation, donc la vidéo sur le site de BCI. Donc n'hésitez pas à aller donc sur le site de Bretagne Commerce International. Bien, on va peut-être passer du coup au crédit documentaire, du coup. Hein. Le point 2, comme vous avez compris, pourquoi on va passer plus simplement, et on va dire, pour respecter au mieux les exigences des deux parties, le crédit documentaire va être le plus utilisé, parce que vous, en tant qu'exportateur, c'est peut-être un nouveau partenaire,
C'est surtout un gros moyen, un gros montant qu'il va falloir sécuriser. Vous pouvez pas, vous ne voulez pas prendre un risque sur votre client, mais plutôt sur une banque. Ou alors il s'agit d'un pays à risque. Et là, dans ce cadre-là, ben, vous préférez même pas de prendre un risque sur une banque étrangère, mais un risque sur votre propre banque, donc un crédit documentaire qui sera confirmé. Votre client, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous respectiez vos obligations contractuelles. Donc, vous verrez bien tout à l'heure que le crédit documentaire, c'est lui qui va demander est-ce que les différents éléments que vous devrez transférer pour vous faire payer. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, pour respecter des exigences de contrôle d'échange, certains pays obligent tout simplement à passer par crédit documentaire ou remise documentaire. Et, et parfois, ben, vous venez contre votre volonté voir le Crédit Agricole ou votre partenaire bancaire en disant eh ben, je suis obligé de passer par du crédit documentaire, ça ne m'arrange pas, mais je suis obligé de le faire. Mais voilà, on est bien conscient que des fois ça ne vous va pas du tout, mais le pays fait que vous êtes obligé de le faire. Donc, on parle de crédit documentaire depuis tout à l'heure, mais on ne l'a pas défini. C'est quoi un crédit documentaire? Un crédit documentaire, c'est l'engagement de la banque émettrice, la banque de votre client, de vous payer contre remise de documents conformes au crédit documentaire, à cet engagement, documents conformes qui vont détailler eh bien, effectivement vos obligations contractuelles. Donc c'est un engagement conditionnel parce qu'il est conditionné à la remise de documents conformes aux locaux de la banque émettrice. C'est un lien juridique entre les parties. Alors, c'est bien distinct de votre contrat commercial. Là encore, j'ai eu une question où effectivement, votre crédit documentaire doit refléter ce qu'il y a dans votre contrat commercial. Par contre, surtout, c'est ce que je disais en préambule, ne faites pas de votre crédit documentaire votre contrat commercial. Il faut en amont dans votre contrat commercial définir ce que vous souhaitez mettre dans le crédit documentaire et pas l'inverse. Parce que comme je vous l'ai dit en préambule, il y a de nombreuses autres clauses à respecter que les seules problématiques de logistique et de prix unitaire. Alors, c'est régi par les règles et usances uniformes de 600, les RU 600, version 2007. J'ai eu une autre question qui me disait pourquoi ça date de 2007 et c'est pas révisé. Eh bien, je vous avoue que je n'en ai, enfin pour le moment en tout cas, j'ai pas entendu parler de révision. Les dernières révisions ont pris 14 ans aussi. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas entendu de bruit de couloir comme quoi ça allait être changé. Les RU 522 dont on parlait tout à l'heure pour les encaissements documentaires, elles datent de 1995 et ça n'a pas évolué non plus. Il y a des pratiques qui fonctionnent. On a beau dire ce qu'on veut, les crédits documentaires et les RU 600, eh ben, c'est respecté par toutes les banques du monde. C'est-à-dire que quand un engagement bancaire est donné avec la mention des RU 600 dans n'importe quel pays du monde, eh ben, la banque engage sa qualité de signature à les respecter. Hein. Donc, c'est un engagement à respecter les termes des RU 600. Alors, je vous ai mis en bas aussi également les PBIS. Alors, ça, c'est pour les plus férus d'entre vous qui veulent avoir des points de précision sur les RU. C'est assez important. Alors, quand je faisais du trade, moi, c'était pas mes livres de chevet parce que j'en suis pas à ce point-là, mais en tout cas, c'était mes bouquins de travail pour voilà, essayer de vérifier au mieux les documents et d'analyser au mieux les documents. Hein. Donc, voilà ce qu'est un crédit documentaire. Du coup, on parle d'un crédit documentaire comme d'un engagement de la banque émettrice. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la banque émettrice, eh ben, c'est la banque de votre client. Et la banque de votre client, il est peut-être dans un pays où il a peut-être une banque que, voilà, que vous n'avez pas confiance vraiment dans cette banque, vous ne savez pas trop qui c'est.
ou la situation politique du pays est inquiétante. Donc, vous allez pouvoir demander, et ça, de la même façon que je parlais du fait qu'il faut demander les différents éléments dans votre contrat commercial, il va falloir dire dans votre contrat commercial que vous voulez être payé par un crédit documentaire confirmé, hein, une lettre de crédit confirmée, LC confirmed. L'idée, c'est quoi? C'est effectivement que la banque qui va confirmer, donc la majorité du temps, ça va être votre banque, hein, elle va supporter le risque de non-transfert des fonds. Les non-transferts, ben, qui peuvent être, comme vous avez pu le voir là, liés à une cessation de paiement de la banque. Bon, ce sera embêtant, mais ça peut arriver, hein, il y en a eu, ou effectivement, une problématique de blocage des fonds. Pourquoi blocage des fonds? Parce que problématique de devise, comme on a parlé tout à l'heure, ou problème de sanctions, tout simplement. Bon, alors après, on ne travaillera pas malheureusement avec des pays sous sanctions en confirmation, et on ne travaillera pas tout court des pays sous sanctions globales. Maintenant, voilà, l'idée c'est que vous allez vous rassurer sur le fait que les fonds seront bien transférés, parce que vous allez avoir un second engagement d'une banque de votre pays d'être payé si vous remettez des documents conformes aux termes du crédit documentaire. Donc, par exemple, si on prend le cas de, je disais tout à l'heure, vous avez un client tunisien qui veut émettre un crédit documentaire confirmé. Eh bien, dans un premier temps, vous allez recevoir effectivement l'engagement de paiement de la banque en Tunisie. Et dans un second temps, qu'est-ce que va faire votre propre banque? Elle va dire, ben, OK, je suis d'accord de confirmer cette banque en Tunisie. La banque, votre banque, à vous exportateur, va prendre un risque sur la banque émettrice. Donc, il faut bien comprendre lorsqu'on lorsqu'on fait cette demande, c'est de le faire en amont, en tout cas auprès de votre établissement bancaire, c'est de vous assurer que votre banque va pouvoir prendre un risque sur cette banque émettrice. Pourquoi? Parce que établissement bancaire, nous, on ne va pas avoir des lignes sur toutes les banques du monde et on ne va pas vouloir prendre du risque sur toutes les banques du monde. Je vous parlais du Zimbabwe tout à l'heure, on n'a pas de ligne sur le Zimbabwe. Hein, c'est trop risqué, trop complexe. On a des, il y a, voilà, il y a, en fonction des pays, on a un nombre de banques et des limites accordées, aussi bien par durée que par montant. Donc toujours en amont de votre opération, interrogez votre banque, c'est important de savoir si cet établissement bancaire-là, eh ben, si vous n'êtes pas très sûr de lui, sa qualité de signature, est-ce que vous pouvez confirmer ce crédit documentaire? Donc, bien sûr, je vous ai mis là le schéma d'émission. L'initiative de la rédaction du crédit documentaire vient à votre client. C'est pour ça que dans votre contrat, il faut être assez clair sur ce que vous voulez. Il va demander à sa banque d'émettre un crédit documentaire, un engagement de vous payer contre remise de documents qui, pour lui, prouvent que vous avez bien fait votre boulot, vous avez envoyé vos marchandises dans les temps, que c'est les bons prix, que c'est les bonnes références. Et vous, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ben, ça va vous apporter d'avoir un engagement bancaire. Donc, l'engagement, il est matérialisé par un MT700. Alors, c'est un message Swift. Je vous ai mis une copie après, hein, qui vaut engagement bancaire. Hein. Donc, quand on parle de l'engagement bancaire irrévocable, c'est ce message Swift. Donc, je vais vous mettre par la suite, du coup, voilà. Je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup des messages Swift, si vous n'avez pas eu l'occasion de travailler par crédit documentaire, mais voilà à quoi ça ressemble. Crédit documentaire, on va dire que tout est important, mais il y a bien sûr des mentions plus importantes que d'autres, notamment les dates. Un engagement bancaire, un crédit documentaire a une validité dans le temps. Cette validité, vous la voyez en rouge, donc en 31D. Hein, elle va être le fait de quoi? D'un élément contractuel qui est la date limite à laquelle votre client et vous avez convenu que la marchandise devrait partir de vos locaux ou du port de chargement.
Donc ici, par exemple, j'ai marqué qu'en 44C, tout en bas, deuxième colonne, la date limite d'expédition devait partir, la marchandise devait partir au plus tard le 10 décembre 2020. La date limite de l'engagement bancaire va bien sûr être un peu plus longue, parce que dans le cadre d'un crédit documentaire, usuellement, on va laisser 21 jours à l'exportateur, donc au bénéficiaire, pour présenter ses documents. Donc là, vous voyez bien que la date limite du crédit documentaire est au 31/12/2020. Alors, il y a un peu plus loin, il y a une période, cette période de présentation, si rien n'est marqué, et là dans les textes que je n'ai rien mis, c'est 21 jours. Si par contre dans le champ 48, période de présentation est renseigné, eh bien, on va pouvoir baisser, raccourcir ce temps de présentation. Pour vous, exportateurs, l'intérêt, c'est que vous ayez le plus de temps possible pour pouvoir rassembler les documents et les présenter à la banque. Donc, on va descendre rapidement le crédit documentaire et puis après, je vous dirai qu'est-ce qu'il est important pour vous, votre entreprise et vos différents collaborateurs dans l'entreprise de bien regarder. Donc, effectivement, hein, on parlait de la date limite, quand vous allez pouvoir présenter vos documents, parce qu'effectivement, le fait de recevoir un engagement bancaire, c'est bien beau, mais dans un deuxième temps, il va falloir que vous présentiez vos documents pour être payé. Donc là, c'est le premier temps, la notification. La date limite de validité en 31D, le nom du donneur d'ordre, donc de votre client, ensuite le nom du bénéficiaire, le montant et la devise, et les pourcentages de tolérance. Concernant la tolérance, toujours important, et ça, de faire attention, hein, que effectivement vous pouvez en rajouter un peu plus ou un peu moins, mais effectivement, si ce n'est pas mentionné, eh bien, on s'attendra à avoir un temps précis, exact. Et s'il y en a un peu plus, eh ben, ça ne marche pas. Qui peut le plus, peut pas le plus au sein du crédit documentaire. S'il n'y a pas de tolérance, ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention aux tolérances. Tolérances qui peuvent s'appliquer aussi bien au montant total qu'au prix unitaire, et où il faut faire attention que si des quantités et des prix unitaires sont définis par référence, eh bien, il faut que ces quantités respectent la tolérance par référence. On a eu quelques soucis par le passé sur ces sujets-là. Donc, ensuite, il est utilisable, donc c'est le mode de réalisation. Hein. Là, il est payable au niveau du crédit agricole. Donc, c'est la banque de paiement. Pourquoi c'est la banque de paiement? Parce que le crédit documentaire doit être confirmé. Les expéditions partielles sont-elles autorisées ou pas autorisées? Un crédit documentaire, ça ne veut pas forcément dire une facture, un conteneur. Ça peut être sur une durée variable, une durée assez longue, comporter plusieurs conteneurs, envoyés à échelonner dans le temps. Et du coup, surtout, ne vous focalisez pas sur le fait qu'un crédit documentaire égale une facture ou un conteneur. Tout est envisageable. On a vu des crédits documentaires avec une trentaine de factures, une trentaine de conteneurs envoyés. Ça nous arrive. Est-ce que les transbordements sont autorisés? Donc, est-ce que ça peut aller d'un bateau à un autre? Les ports de déchargement et de chargement. Donc, les ports de chargement, toujours faire attention hein, quand vous allez booker votre transport. Est-ce que ça part bien du bon port qui était prévu et où ça doit aller? Est-ce qu'on a un port défini? Est-ce que quand il y a une grève des transports et que vous avez dû y être confronté, ça ne va pas poser problème? Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont à bien regarder, sachant que là, vous voyez, il y a marqué Any French Seaport. Ça veut dire que, eh bien, effectivement, si vous ne pouviez pas partir de Brest en faisant du cargo complet, ben, vous partiez du Havre s'il y avait des problématiques de grève, par exemple. Parce qu'on a laissé un petit peu de latitude pour le port. Hop, je passe, parce que c'est pas fini, je passe au plus important, la description de la marchandise. Description de la marchandise, donc
toujours faire référence. Alors, les crédits documentaires, en tout cas, ce que préconisent les règles internationales, c'est de ne pas faire de la gestion de stock. C'est-à-dire que, logiquement, ce qui devrait être pris, c'est une dénomination synthétique des biens envoyés. Maintenant, pour vous, ce serait plus simple. Maintenant, les importateurs, eux, ont tendance parfois à en rajouter le plus possible pour être sûr que effectivement c'est bien la bonne marchandise qu'ils reçoivent. Donc avec les différentes références des commandes, les incoterms, bien sûr, important, hein, et prix unitaire et quantité. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, hein, dans le cadre du champ 45A, qui est la description de la marchandise, c'est de bien reprendre la marchandise. Quitte à le faire, voilà, mot pour mot, faites-le, tant pis. Après, bien sûr, en respectant les tolérances et en fonction des tolérances, mais si on a une dénomination de telle sorte dans le 45A, reprenez-le mot pour mot. Ça vous évitera des problèmes parce que parfois en Chine, ils sont à la virgule près et ne considèrent pas la faute de frappe comme une faute de frappe. Parce que les règles disent bien qu'une faute de frappe, si elle n'altère pas le sens, sont acceptables. Par contre, pour des Asiatiques, ils ne peuvent pas savoir si ça altère le sens ou pas. Donc, effectivement, ils vont relever ce type d'irrégularité. Les documents demandés. Alors, les documents demandés, eh bien, c'est à vous de voir dans votre contrat, mais aussi et surtout avec l'incoterm que vous avez choisi, quels sont les documents que vous allez pouvoir fournir. Comme disait Monia tout à l'heure, l'idée, c'est que si vous passez sur du Xworks, eh ben, logiquement, vous n'allez pas pouvoir fournir grand-chose comme document. À part votre facture commerciale, logiquement, vous n'avez en charge absolument rien. Donc, c'est compliqué d'émettre des crédits documentaires avec l'Incoterm Xworks. Et bien que j'ai vu une fois, ça fait que 10 ans que je fais ça, mais j'ai vu une fois un crédit documentaire avec seulement une facture à présenter. C'est plutôt rare. Donc, souvent, on préconise quand même que, nous, on préconise, comme je vous disais, on n'a rien à préconiser, mais effectivement, quand c'est du Xworks, on ne peut pas demander de document de transport. C'est pas logique, c'est pas à vous de le fournir. Donc, vous ne pourrez pas l'avoir. Et du coup, vous ne pourrez pas avoir votre paiement. Donc voilà, les documents qui peuvent être réclamés, c'est une liste non exhaustive, hein, mais le full set de Bill of Lading, bien sûr, vous le connaissez si vous avez pratiqué un petit peu, du coup, Made Out to Order and Bank Endorse. Donc, ça, c'est les BL au porteur, mais voilà, il peut y avoir différentes façons de d'émettre les BL, les packing lists, les certificats d'origine, les EXA, comme disait Monia, les certificats sanitaires. C'est non exhaustif parce que vous avez autant d'activités qu'il y a de participants et votre client va vouloir se rassurer sur autant de points qu'il y a de participants. Effectivement, c'est la loi du monde. Oui. Excuse-moi, parfois, je m'occupe des formalités en fait à la Chambre de commerce de Quimper. C'est arrivé que dans le cadre d'un crédit documentaire, des entreprises me demandent 3 originaux pour le certificat d'origine. Sachant que ce n'est pas possible, on a le droit de n'en fournir qu'un seul en fait. Comment ça se passe dans ces cas-là? Tu peux le rappeler? Oui, dans ces cas-là, nous, ce qu'on dit à nos clients exportateurs, c'est que le crédit documentaire a été mal ouvert. Parce qu'effectivement, on sait bien et que vous ne fournissez qu'un original de certificat d'origine. Voilà, même si sur les copies, il y a marqué que ça vaut valeur d'original, pour un client étranger ou pour un banquier étranger, c'est parce que c'est surtout le banquier qui va vérifier, il y a quand même marqué copie en grand. Oui. Et il y a pas la valeur d'original ne compte pas pour lui. C'est vraiment le feuillet original. Donc, la majorité du temps, on dit non, effectivement, il faut demander qu'un seul. En tout cas, il faudra faire modifier le crédit documentaire pour ne réclamer qu'un seul certificat original signé par une autorité compétente. Parce qu'après, ce qu'on peut faire comme subtilité, mais là c'est un peu filouté, c'est-à-dire que s'il y a marqué seulement three original certificate of origin, il n'y a pas mis par qui ça doit être signé.
Donc, Oui, si vous-même, exportateur, dites, moi, je certifie que c'est certificat d'original, l'origine est française, oui, vous pouvez en faire 3 originaux, signer en original. Maintenant, quand c'est signed by by competent authorities, oui. euh, nous-mêmes, nous savons que vous pourrez n'en fournir qu'un, donc on vous revient dans la notification. Quand on vous notifie ces termes-là, on vous dit, écoutez, ça, vous aurez peut-être du mal à le fournir. Donc, demandez une modification au donneur d'ordre. Donc voilà, sur ce point-là, les conditions supplémentaires, alors ce serait une erreur de croire que c'est supplémentaire et qu'il ne faut pas le regarder. Pour ceux qui travaillent avec le Bangladesh, vous avez pu voir que les crédits documentaires sont souvent très, 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 très longs, avec beaucoup de conditions supplémentaires. Des fois, je suis arrivé à 20 conditions supplémentaires dans le pire que j'ai vu. Effectivement, où il faut mettre les numéros du certificat vétérinaire, du certificat de banque, d'assurance, du téléphone de la grand-mère. Enfin, c'est assez contraignant, voire très contraignant. Mais surtout, lisez bien de bout en bout le crédit documentaire, c'est très important. Donc les frais, alors ce qui se fait usuellement dans les frais des crédits documentaires, c'est frais dans le pays. Hein, c'est le client va payer les frais les frais de sa banque et vous-même allez payer les frais de votre banque. Mais c'est pas figé dans le marbre. Hein. Un crédit documentaire, bien sûr, c'est ce qui est écrit dans le crédit documentaire prévaut. Ensuite, ce sont les règles et usances qui prévalent. Mais si vous dites que votre client va payer tous les frais du crédit documentaire, il peut tout à fait le faire. Enfin, on peut tout à fait émettre cela. Hein. Donc, les instructions pour une éventuelle confirmation, c'est là où vous allez les voir dans le champ 49. Effectivement, hein, without to confirm, ça veut dire que c'est bien à l'acheteur de définir quand est-ce que vous voulez un crédit documentaire confirmé. Pour lui, ça ne va rien changer du tout. Pour lui, si vous souhaitez confirmer, ce sera une confirmation de votre propre banque et c'est vous qui allez payer les frais de confirmation. Par contre, si ce n'est pas marqué confirm, nous, on ne pourra pas confirmer. On ne pourra pas confirmer, sauf si on fait de la confirmation silencieuse. La confirmation silencieuse, donc ça arrive souvent en Chine, pour le coup. Vous n'êtes pas sûr vraiment de la stabilité financière en Chine, vous n'êtes pas sûr de la stabilité financière de la banque chinoise. L'idée, c'est de se dire, moi, je vais faire un contrat avec ma banque, ma propre banque française, même si dans mon crédit documentaire, il y a marqué confirmation without. Pourquoi il y a marqué without? Parce que, en fait, même si vous le demandez, les banques chinoises, elles sont tellement confiantes dans leur système bancaire qu'elles accepteront jamais de mettre un crédit documentaire confirmé. Elles se disent que voilà, ça ne se fait pas. On ne critique pas, enfin, ce serait plus ou moins une forme de critique du système bancaire chinois. Du coup, vous allez faire une convention de confirmation silencieuse avec votre banquier. Votre banquier va accepter de prendre le risque sur cette banque chinoise sous convention de confirmation silencieuse. Hein. Donc, ce sera un contrat entre vous et votre banquier. Mais c'est faisable. Ensuite, ce sont plutôt des instructions pour la banque pour envoyer les documents à la banque émettrice pour qu'elle-même puisse vérifier les documents pour le mieux. Hop là. Alors, conseil de lecture, bien sûr, quand vous regardez, vous regardez niveau de risque pays, notoriété de la banque émettrice. Bon, si vous recevez le crédit documentaire, c'est que c'est déjà fait. Maintenant, vous pourrez toujours demander une modification des termes en demandant à ce que le crédit documentaire soit confirmé. Si au moment où vous avez négocié votre contrat et que vous ne vouliez pas confirmer le crédit documentaire, et au moment où le crédit documentaire est réellement arrivé, vous souhaitez finalement confirmer le crédit documentaire, demandez une modification. Donc, est-ce que c'est un crédit documentaire qui est cohérent avec votre contrat commercial, hein? Donc, est-ce que il est notifié, confirmé, transférable? Le crédit documentaire transférable, je n'ai pas mis d'éléments dessus. C'est dans le cadre où vous-même, exportateur, aurez un rôle d'agent et finalement ferait l'office d'agent pour compte d'un fournisseur ou d'un sous-traitant. Eh bien, vous pourriez lui transférer le crédit documentaire en transférant tous les termes
sauf le montant finalement, pour vous permettre de récupérer votre marge d'agent. Donc voilà, les crédits documentaires, c'est un peu plus complexe, mais bien sûr, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en parle, parce que c'est arrivé quelques fois que je le fasse, pour des clients bretons. Et bien sûr, la conformité du mode de réalisation, à vue, par paiement différé, par négociation, par acceptation. Sachez que les modes de réalisation, alors, tout à l'heure, je vais revenir sur la slide, excusez-moi, hop. Le mode de la réalisation, je vous ai dit utilisable chez par. Donc là, c'est par le champ 41D, donc deuxième colonne au centre quasiment. Il est payable par paiement auprès du Crédit Agricole. C'est-à-dire que c'est par paiement à vue auprès du Crédit Agricole. Vous n'avez pas d'effet de commerce, donc de traite à nous fournir. Les crédits documentaires sont réalisables soit par paiement à vue, paiement différé, sans effet de commerce, par négociation ou par acceptation. Les crédits documentaires réalisables par négociation ou acceptation sont réalisables par négociation ou acceptation d'une traite qui est tirée sur la banque émettrice, la banque de votre client. Du coup, même s'il n'y a pas dans les documents requis la mention traite à fournir, eh bien, il va falloir que vous, même si vous ne souhaitez pas négocier ou faire accepter une traite, eh bien, vous fournissiez quand même une traite avec les documents requis. C'est important de le savoir parce qu'on a de temps en temps des petits loupés comme ça. Effectivement, en Asie, la majorité du temps, les crédits documentaires sont réalisables par négociation parce qu'eux-mêmes souhaitent recevoir des crédits réalisables par négociation pour négocier leur traite et négocier leurs documents. Et du coup, souvent, il y a un oubli de la traite. Donc, quand vous regardez votre crédit documentaire, très important, c'est de le regarder avec les bonnes personnes dans l'entreprise. À savoir les personnes qui rédigent les documents, notamment les ADV export, et savoir s'ils vont être en capacité de rédiger de la bonne façon les bons documents. Et aussi les commerciaux, et aussi l'aspect production, parce que quand vous allez vendre votre marchandise et mettre les marchandises vendues sur la facture, il faut bien reprendre les bonnes notions. Donc quand vous lisez votre crédit documentaire, effectivement, bien s'assurer que c'est les bons noms de marchandises pour les bonnes quantités au bon prix. J'ai parlé tout à l'heure des lieux d'expédition et de destination, de bien faire très attention, où ça part. Quand on dit que ça part de Fos, ça part pas de Marseille. C'est dur, mais c'est comme ça, effectivement. Les termes disent ça doit partir de Fos, ça doit pas partir de Marseille. Donc, des choses comme ça. Est-ce que voilà l'origine de la marchandise? Alors, on a vu, j'ai vu aussi assez souvent le fait que effectivement, les clients pensaient que l'origine de la marchandise était française, et les clients étrangers pensaient cela, et pas tout. Donc, le certificat d'origine ne pouvait pas mentionner que la marchandise était française. Donc, faire attention à ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une part qui est produite dans un autre pays et où vous devrez, avec l'aide de la chambre de commerce, produire un certificat d'origine pour telle ou telle zone. Ensuite, les documents requis, voilà. Est-ce qu'ils sont en cohérence avec les conditions du contrat? Voir un côté terme. L'idée, c'est de se dire, est-ce que vous allez vendre votre marchandise ex-works, comme on disait tout à l'heure? Est-ce que vous allez pouvoir fournir le BL, le Bill of Lading, ou la LTA, le document de transport aérien? Non, c'est pas à vous de le fournir, c'est à votre client de gérer tout l'aspect contractuel lié au transport. Du coup, si votre paiement n'est que lié finalement à des documents que vous ne pouvez pas produire, votre engagement, il risque forcément de tomber. Donc, bien attention à ça, notamment aussi tout ce qui est documents d'assurance ou autres, les certificats d'origine, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont acceptables quant au fond et à la forme? Oui, parce que effectivement, vous avez des logiciels de traitement. Des fois, vous ne pouvez pas faire différemment que ce que vous permet vos logiciels. C'est important de savoir ça, ce qu'on est capable ou pas de faire. Et quant au fond et à la forme, c'est-à-dire que
est-ce que vous pouvez les fournir tous sans, par exemple, qu'il n'y ait d'intervention du client? Parce que c'est l'intérêt du crédit documentaire, c'est d'avoir un engagement bancaire d'être payé et un engagement bancaire d'être payé sans que votre client n'ait rien à voir dans l'histoire. Mais si dans les documents requis, il y a un document de transport qui doit être contresigné par votre client, eh bien là, on va être plutôt embêté. On va se dire, bah, si finalement il ne signe jamais ce document, eh ben moi, j'aurai jamais mon paiement. On peut bien sûr toujours diaboliser et toujours avoir peur, mais l'idée, c'est quand même de vous assurer un maximum d'être payé. Donc voilà, après, les autres points, c'est relatif aux frais, hein, est-ce que c'était logique? Est-ce que c'était ce qui était convenu avec votre client? Et relative aux conditions supplémentaires. Oui, on a vu des pénalités de retard aussi, hein, effectivement, si vous avez des irrégularités liées, vous avez envoyé trop tard votre marchandise, eh bien, le crédit documentaire peut prévoir que s'il y a acceptation de ces irrégularités, eh bien, vous allez payer des pénalités, effectivement. Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'idée, c'est toujours que votre contrat soit très clair. Pourquoi? Parce que une fois que le crédit documentaire il a été émis, il a été émis. C'est un engagement bancaire, hein, il est dans le dur. Maintenant, si, ben, effectivement, vous n'avez pas défini dans votre contrat commercial les documents que vous allez pouvoir fournir dans le cadre du crédit documentaire et vous souhaitez en faire enlever un ou en modifier un ou modifier la date limite d'expédition parce que, vous ne pouvez pas du fait de problématiques de transport et autres. Eh bien, vous allez devoir demander à ce que votre client fasse lui-même les modifications. Donc, est-ce qu'il va vouloir le faire? Et s'il ne veut pas les faire, ben, vous, votre engagement bancaire, il ne vaut pas grand-chose, hein. Donc, toujours demander, dans votre contrat commercial, en tout cas, aborder ces points liés au crédit documentaire et voilà, pour les modifications, ben, c'est au bon vouloir de votre client donc s'il est de bonne foi, bien sûr, il les fera rapidement et en tout cas pour faire en sorte que ça fonctionne et l'intérêt toujours, hein, c'est que vous fassiez du business, on est d'accord? Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais voilà, il faut toujours faire attention et toujours faire en sorte que, eh ben, ce soit en tout cas essayer de faire en sorte que ce soit bon du premier coup. Donc voilà, deuxième phase, la réalisation, l'utilisation du crédit documentaire. Vous avez reçu les termes, très bien, tout va bien, c'est parfait. Vous avez envoyé votre marchandise selon votre contrat commercial. Vous remettez les documents à votre banque. Cette banque, elle est soit notificatrice, soit confirmatrice. Et votre banque, enfin, en tout cas, c'est ce que nous on fait, même si, enfin, Crédit Agricole, même si on n'est pas confirmatrice, on va vérifier quand même les documents parce qu'on va vous donner un avis, nous. En tant que banquier, on va se dire, bon, nous, si on était la banque émettrice, si on était la banque du client, est-ce qu'on accepterait ces documents? Donc, on vous donne notre avis, même si on ne confirme pas. Si on confirme, on ne vous donne pas notre avis, dans le sens où on vous dit une vérité. On ne vous paye pas. Il faut savoir que la confirmation tombe si les documents ne sont pas conformes, comme dans le cadre d'un engagement bancaire de crédit documentaire. C'est-à-dire que nous, on va prendre le même risque à ce niveau-là. Si les documents conformes ne sont pas conformes, pardon, eh bien, on ne prendra pas simplement un risque sur la banque, mais également sur votre client donneur d'ordre. Donc, les documents sont conformes, on les envoie à la banque émettrice. Banque émettrice qui va les vérifier, qui va dire, c'est elle qui est titulaire de l'engagement, hein, elle va dire c'est conforme, c'est pas conforme. Si c'est conforme, eh bien vous allez payer, même si la marchandise n'est pas encore arrivée au port, ou alors vous allez avoir l'engagement d'être payé à échéance. Quand je vous disais en préambule que les dates d'échéance et les dates de valeur sont toujours respectées par les banques,
si on vous dit qu'on vous paye le 15 décembre, vous aurez les fonds sur votre compte, logique. Donc, les documents sont conformes, tout se passe très bien, vous êtes payé, vous avez l'engagement d'être payé à échéance. Les documents ne sont pas conformes. Là, voilà, l'idée, c'est surtout de ne pas vous faire peur et vous faire prendre conscience qu'il y a à peu près, à une époque, on était à 70%, 80% des documents qu'on recevait qui n'étaient pas conformes. L'idée, voilà, c'est justement de vous dire que malgré ça, la majorité du temps, 98% du temps, eh ben, ce que va faire la banque émettrice, c'est revenir vers l'acheteur en disant, bah, écoutez, on a des documents qui correspondent au crédit documentaire, ils ne sont pas conformes. Est-ce que vous souhaitez tout de même les payer? Donc, vous et votre client, vous vous mettez d'accord. Lui, effectivement, c'est une irrégularité mineure sur les documents, par exemple. Il manque un S ou voilà, ou il y a un jour de retard sur la livraison. Bon, c'est mineur. Lui, ça lui va, et il va décider de vous payer. Tout se passe bien, vous avez l'engagement d'être payé à échéance ou à vue, vous aurez le paiement. Ça, voilà, je touche du bois, j'en ai un peu là. Voilà, ça arrive dans 98% des cas, 99% des cas. Par contre, il arrive parfois, effectivement, que les irrégularités soient trop importantes. Et du coup, il y a refus des documents et refus du paiement. Hein. Donc, les documents vont nous revenir à nous, banques, on va vous les remettre. Et l'idée, c'est pareil que pour la remise documentaire, c'est que effectivement, la marchandise vous appartient toujours. Enfin, si vous l'avez définie ainsi dans votre contrat commercial, et il va falloir la revendre sur place ou la rapatrier. Mais voilà, c'est en tout cas très, très, très rare le fait de refuser des documents. Donc, deux cas de figure. Hein. Lorsque les documents ne sont pas conformes, vous avez l'accord de votre client, ce qui arrive la majorité du temps, ou il y a refus des documents, mais c'est très, très rare. Donc voilà comment ça se passe au niveau de la réalisation d'un crédit documentaire. Hop. Je vais vous donner juste 2-3 astuces quant aux documents, parce qu'effectivement, après quelques années à avoir fait la vérification de doc, je vois à peu près ce qui est souvent malheureusement mal rédigé par les exportateurs. Donc, comme je vous disais en préambule, surtout reprendre le champ 45A à l'identique sur votre facture, en respectant les tolérances et en étant logique. Mais voilà, et toujours reprendre en tout cas les mentions, les noms des styles, ce qu'il y a sur votre crédit documentaire. Pas ce qu'il y a sur votre contrat, vous serez payé sur la base du crédit documentaire. Donc, reprendre ce qu'il y a dans le crédit documentaire. Attention, oui, à la forme juridique, les SAS, les SA, si c'est dans le nom bénéficiaire que vous avez vu dans les modèles, il faut faire attention à ce que ce soit bien pris sur votre facture. Ça peut être une cause, on va dire, de refus de la facture et d'irrégularité. Bon, les gros sujets sont surtout sur le document de transport. Document de transport, quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait marqué sur le crédit documentaire, ça doit toujours être signé par le transporteur lui-même, as carrier, ou pour l'agent pour compte du transporteur dénommé. Donc, par exemple, je ne sais pas, je dirais Foveder, as agent for CMA CGM, as carrier. Hein. L'idée, c'est que le transporteur doit toujours être dénommé. Et si c'est l'agent qui signe sur le document de transport, notamment les BL, c'est pour compte du transporteur qui doit être dénommé. La date de mise à bord est réputée date d'expédition. Vous avez vu dans le modèle également que le champ 44C reprend la date limite d'expédition. Si on a une on-board date, c'est censé être la date qui est reprise. Donc, parfois, on a vu et certains exportateurs ont cru que le document étant signé d'avant, la date de signature du document étant signée avant la date de mise à bord, c'était bon. Mais malheureusement, non. Hein, c'est vraiment la date. S'il y a une date de mise à bord, c'est la date de mise à bord qui prévaut.
Et dans le document de transport, alors un document de transport, je parle surtout pour du maritime, mais ça vaut aussi dans l'aérien. Vous allez voir dans les documents requis, Bill of Lading, showing consignee un nom, une adresse, et notify un nom, une adresse. Eh bien, les reprendre à l'identique, même si ce n'est pas la même chose que sur le donneur d'ordre du crédit documentaire, reprendre l'adresse et le nom identique qu'il y a dans le champ 46A. Parce que la case Notify dans un crédit document, dans un Bill of Lading, excusez-moi, c'est effectivement pour prévenir la personne qui est dans cette case-là que la marchandise arrive. Hein, donc ça, c'est des notions qui sont importantes parce qu'effectivement, ça peut être parfois source d'erreur. Donc, le document d'assurance, alors c'est très rare parce que bon, du CIF ou du CIP, hein, Cost and Freight, Insurance and Freight, et ben, c'est des incoterms qui sont parfois utilisés, mais pas tout le temps. Et du coup, je suis bien s'assurer surtout que 110% de la valeur de la marchandise CIF est assurée. Hein, c'est une règle des crédits documentaires. Il faut au moins que 110% de la valeur CIF de la marchandise soit assurée. Ça, c'est dans les RU 600. Et logiquement, si on suit la bonne logique des incoterms, malgré le fait que c'est vous, dans les incoterms CIF et CIP, qui produisez l'assurance, eh bien, normalement, l'assuré devrait être votre client, le donneur d'ordre. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, quand je faisais un peu état des incoterms, les incoterms CIF et CIP, eh bien, vous payez l'assurance, mais vous ne supportez pas les risques. Et normalement, l'assuré doit être la personne qui supporte les risques. Donc, ce qui est souvent vu, effectivement, c'est que parce que vous ne souhaitez pas vraiment ça, mettre un assuré alors que c'est vous qui avez payé l'assurance, qu'il est autre que vous, parfois vous pouvez le mettre au porteur. Alors, c'est une notion qui n'est pas vraiment appliquée par les assureurs français, c'est plutôt les assureurs anglais qui font ça, mais ils définissent une assurance au porteur s'il y a marqué dans Insured Party to order et avec le cachet de votre entreprise, quoi, hein, to order et blank hunters. Et enfin, la dernière, mais c'est tout bête, mais lorsqu'on vous demande un certificat sur l'honneur de telle ou telle condition, eh bien, c'est bête à dire, mais il faut qu'il y ait la mention je certifie. I certify, hein, un certificat, ça doit certifier. Donc, si ça ne certifie pas, ben c'est pas bon. Voilà les quelques points de vigilance sur les documents que je pouvais aborder avec vous. Par rapport à un crédit documentaire, voilà, dans de précédentes animations que j'ai faites qui étaient uniquement sur le crédit documentaire, mon idée était de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour les exportateurs, qu'est-ce qu'il faut pour les importateurs, comment on négocie un crédit documentaire dans ce cadre-là. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, pour vous, exportateurs, moins il y a de précision, plus c'est intéressant, parce que vous allez faire moins d'erreurs. Finalement, vous aurez moins de chances que les documents se contredisent entre eux ou que vous fassiez des erreurs de frappe. À l'inverse, l'importateur, lui, ce qu'il veut, c'est plus il y a de documents, plus il y a de mentions, plus il va s'assurer par le biais des documents que ce qu'il va recevoir est bon. Donc, pour vous, pareil, je vous l'ai dit aussi, l'importance pour vous, c'est que vous ayez du temps pour envoyer votre marchandise, du temps pour présenter vos documents, pour être plus à l'aise. Le problème pour l'importateur, c'est que plus le crédit documentaire est long, plus il est coûteux, parce que c'est un engagement bancaire qui va coûter de l'argent. L'exportateur, voilà, on va parler vraiment de la confirmation avec son client si c'est dans un pays qui est vraiment pas sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Monia est encore vrai ici, hein. La maîtrise de l'expédition pour l'exportateur, c'est plus rassurant, hein, parce que vous allez pouvoir transmettre plus de documents, les bons documents, dans le cadre du crédit documentaire. Mieux vaut éviter les documents dans lesquels le consignee est directement le donneur d'ordre. Pourquoi? Parce que, notamment dans le transport aérien, on parlait beaucoup de bateaux, mais dans l'aérien, l'idée c'est que le document de transport aérien, il est
tout le temps au nom de votre client. Donc, il va falloir trouver un autre document qui est nécessaire à votre client pour retirer la marchandise. Donc, un certificat d'origine, sanitaire ou autre, qui est demandé par les douanes. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas jouer sur le document de transport. Donc, bien sûr, pas de documents pour les exportateurs qui sont signés par l'importateur, hein, sinon vous perdez votre engagement. Et alors, ce qu'on voit de plus en plus, enfin, moi, ce que je vois de plus en plus avec notamment des acheteurs publics au niveau de Tunisie, des parts payables sur simple instruction de l'acheteur. C'est-à-dire que finalement, vous avez un crédit documentaire, vous avez un engagement, et on va nous dire 10% de ce montant-là est payable sur instruction de l'acheteur. Donc, vous n'avez aucune certitude d'avoir ce paiement-là. Vous n'avez aucune certitude de quand, comment. Donc, évitez à tout prix ça. Maintenant, on est sûr que sur des acheteurs publics, on n'a pas beaucoup de latitude pour négocier. Rapidement aussi, mais là, je passerai rapidement dessus. On nous demandait souvent, c'est assez nébuleux, les coûts des crédits documentaires. Pour les exportateurs, finalement, c'est des coûts plus ou moins fixes, sauf s'il y a une confirmation, parce que la confirmation d'un crédit documentaire va dépendre du pays et de la banque émettrice. Hein. Donc, ça peut aller du 0,2% sur des entités du groupe à du 3,5% sur des entités très, très, très risquées, où là, il va falloir passer par plusieurs strates pour valider la confirmation. Mais effectivement, tout va dépendre du risque. Le reste, ensuite, voilà, c'est bien sûr, je suis à votre disposition pour en discuter, mais l'idée, c'est que en importation, il y a un engagement bancaire. Donc, la banque va prendre une commission liée au montant et à la durée. À l'exportation, c'est un peu moins vrai. Hein. Il y a tout de même un risque technique pour le banquier. Donc, voilà. Hop, eh bien, deuxième partie. Alors, on va peut-être faire quelques questions, ouais, effectivement. Oui, alors j'ai quelques questions, effectivement. Là, tu viens de répondre à la question concernant le coût d'une confirmation. Alors, une entreprise demande si notre banque refuse de confirmer le crédit documentaire. Quelle est la démarche pour trouver une banque qui accepterait de confirmer? Ouais. Alors, eh bien, ce qu'il faut faire, ça nous arrive, hein, parce qu'effectivement, effectivement, comme je vous le disais au début, on ne peut pas confirmer toutes les banques. Mais ce qu'il faut faire dans ce cadre-là, c'est de demander à votre client qu'il demande lui-même à sa banque quelle banque est susceptible de prendre du risque, donc de le confirmer, dans votre pays, tout simplement. C'est-à-dire que de se dire, parce que les banques sont conscientes, hein, elles savent qui est capable de les confirmer ou pas. Par exemple, on a le cas là d'un client qui effectivement fait du business sur le Sénégal et il n'y a aucune banque française qui n'est capable de confirmer cette banque au Sénégal. Du coup, eh bien, une banque anglaise va confirmer le crédit documentaire. Hein, c'est la banque anglaise qui va supporter le risque de non-transfert des fonds. C'est une banque tierce finalement qui va supporter ce risque-là. Donc effectivement, hein, la marche à suivre, c'est demander à votre client, est-ce qu'il y a une banque française, qu'il demande lui-même à sa banque, est-ce qu'une banque française peut prendre une confirmation sur vos crédits documentaires? Normalement, l'établissement bancaire saura le dire. Bien. Une autre question, peut-on demander systématiquement un draft du CREDOC avant émission? Ah oui, c'est préférable. C'est tout à fait préférable. L'idée, c'est que, effectivement, vous, avant que ce soit émis, il faut vous mettre d'accord sur les termes et en le faisant ainsi, vous allez pouvoir voir avec votre banquier, en tout cas, nous, ça nous arrive bien sûr d'aider nos clients sur le fait de est-ce que c'est logique du point de vue bancaire? Parce que bien sûr, nous, on n'est pas dans votre opération commerciale. Mais d'un point de vue bancaire, est-ce que l'incoterm est logique par rapport aux documents demandés? Et est-ce que voilà, ce sera envisageable pour nous, enfin pour vous, mais pour nous aussi. Hein, mais effectivement, après, c'est bien sûr la volonté du banquier de votre client, mais on en reçoit régulièrement à analyser avec nos clients pour les aider.
Très bien. Un crédit documentaire expiré, mais qui n'a pas été expédié, peut-il être amendé avec une nouvelle date, latest date of shipment, et la validity date, pardon? Alors, logiquement, non. Logiquement, non. Maintenant, c'est arrivé qu'on le fasse sur des laps de temps très, très courts. Mais logiquement, non, parce qu'effectivement, d'un point de vue bancaire, ben, l'engagement est terminé. Donc amender un engagement terminé n'est pas logique. Maintenant, on peut considérer quand on est dans les jours, on va dire vraiment qui suivent, que effectivement, il est possible que ben, les documents ont été envoyés quand même par la banque et du coup bah, que ce soit modifiable parce qu'on a le délai poste, des choses comme ça. Mais de façon très, très logique, hein, un engagement terminé, eh ben, on ne peut pas le modifier. Très bien. Parfait, ben c'est tout pour les questions pour cette seconde partie. Merci. Très bien. Bon, alors après, du coup, on va parler des garanties bancaires. Les garanties bancaires, bah, comme leur nom l'indique, ce n'est pas des moyens de paiement, c'est des garanties. Hein. Donc, rapidement, mais comment vous allez pouvoir vous essayer de supporter un risque client également, bah, c'est en demandant des garanties de paiement à sa banque, à lui et à sa banque pour le coup. Donc, ça garantit ben, le non-paiement de votre marchandise. C'est l'engagement irrévocable d'une banque. C'est encore une fois indépendant juridiquement par rapport au contrat commercial. Quand je dis ça, je parle des garanties bancaires à première demande. J'ai le cas cette semaine d'un autre dossier, mais 95-98% des garanties qu'on émet à l'étranger, ce sont des garanties bancaires à première demande. Donc, c'est indépendant juridiquement par rapport à votre contrat commercial. Lorsqu'on parle de caution bancaire, c'est faire attention aux mots, mais effectivement, une caution bancaire, elle est accessoire au contrat commercial. Donc, ce n'est pas indépendant. Mais à l'international, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, forcément, vos clients et vous-même, vous n'avez pas envie de remettre les pieds dans un tribunal s'il y a on va dire une problématique liée à votre contrat. C'est compliqué hein, au niveau juridique et international, c'est toujours très compliqué. Donc, l'idée, ben, c'est de faire en sorte que ce soit une garantie à première demande et qu'on n'ait pas à se référer au contrat. Donc, il y a appel de la garantie, il y a paiement, si c'est bon, si c'est dans les bons termes. Hein. Donc, c'est régi par des cadres réglementaires distincts. Je vous ai mis les principaux. Les RUDG 758, eh bien, ce sont les règles des garanties à première demande les plus utilisées actuellement au sein de la communauté bancaire. En sachant que les RU 600 et les ISP 98 gèrent, c'est des portées réglementaires, gèrent les lettres de crédit stand-by. Ils sont aussi des garanties, on verra tout à l'heure. Donc, comment ça fonctionne une garantie bancaire? C'est appelé par vous, exportateur, avec souvent une attestation comme quoi vous n'avez pas reçu le paiement, une copie de la facture impayée, parfois une copie du document de transport. L'idée, c'est pour vous, hein, bien sûr, toujours, de faire en sorte que vous ayez le moins de documents possible à présenter. Hein. Vous n'avez pas reçu le virement de la part de votre client. Surtout, la garantie doit être le plus simple possible. Attestation, une facture impayée, on envoie ça à la banque et avec un peu de chance, on est payé. Alors, c'est pour ça que je fais toujours attention quand je présente ça, c'est que les garanties de paiement, la majorité du temps, une garantie bancaire, elle est émise dans le droit du pays de la banque. Donc, quand vous allez avoir un client qui va vous fournir une garantie bancaire de paiement soumis à un droit, je ne sais pas, angolais, taïwanais, singapourien, eh bien, nous, on n'est pas du tout connaisseurs de ce droit-là. Et ce sera à vous de vous dire, est-ce que le droit taïwanais, singapourien, angolais me permet d'appeler ma garantie sereinement. Hein. Donc, il faut faire toujours très attention. Si vous avez la possibilité de négocier le fait que cette garantie de paiement soit dans le droit français, eh ben, c'est d'autant mieux pour vous. Donc voilà, quand je voulais faire un petit parallèle avec le crédit documentaire, garantie de paiement très utilisée
notamment aux États-Unis parce qu'elles viennent de là, mais aussi en Asie du Sud-Est, c'est les stand-by letter of credit. Pourquoi? Parce que c'est le même format, on va dire, qu'un crédit documentaire, sauf que c'est un instrument de garantie. C'est-à-dire que vous allez vous faciliter la vie au niveau administratif, vous allez demander un virement bancaire, et si ce virement n'arrive pas, eh bien, vous allez pouvoir appeler votre garantie, votre stand-by letter of credit. Donc de la même façon, hein, là, l'idée, c'est que ça se régit de la même façon qu'un crédit documentaire. Je vous ai mis le schéma d'émission pour vous dire que l'engagement, il arrive de la banque, il arrive chez vous. De la même façon, vous aurez le même modèle à peu près que je vous ai mis dans le modèle de crédit documentaire, sauf que là, eh bien, vous aurez deux à trois documents, à savoir la fameuse attestation, la facture impayée et parfois le document de transport. Hein. Et c'est à appeler, effectivement, ben, si le date d'échéance du paiement, à échéance du paiement, vous n'êtes toujours pas payé, appelez la garantie assez vite parce qu'effectivement, ces engagements-là courent, on va dire une quinzaine de jours. Logiquement, c'est une quinzaine de jours après la date limite de paiement prévue. Hein. Donc voilà pour le schéma de la LC Standby. Bien sûr, alors c'est plus simple, hein, le coût est moindre, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'utilisation. Ça se fait, voilà, c'est un instrument de garantie, ça n'a pas vocation à être utilisé. Donc, c'est plus simple. Une stand-by, ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux autres garanties de paiement, ben, vous pouvez confirmer une stand-by, c'est-à-dire que supporter le risque de non-transfert des fonds. Il y a une vraie sécurité parce qu'effectivement, ben, si vous avez une garantie bancaire tunisienne et que ben, il n'y a plus de fonds en Tunisie, eh ben, que ce soit une banque ou un client, vous ne pourrez pas sortir les fonds. Ça ne change absolument rien. La Banque centrale ne voudra pas que vous sortiez les fonds. Bon, les inconvénients, c'est que bah, ce n'est pas utilisé dans tous les pays du monde. Très peu utilisé en Chine. Alors, ce qui paraît, c'est entré dans le droit chinois, mais on en voit encore très, très rarement. Et dans les pays du Maghreb, voilà, on en voit très peu aussi. Hein. Tout ce qui est stand-by de paiement, on en voit très, très peu. Ensuite, je vous ai mis pour illustration aussi un texte de garantie de paiement, format 758. Voilà, les bouquins sont très bien faits. Alors, je vous ai mis à la fin de la présentation toute la bibliothèque qu'il faut avoir chez soi quand on veut faire de l'export. Mais effectivement, dans les RUDG 758, il y a des modèles de textes de garantie à reprendre voilà, qui sont comme celui-ci, hein, assez simples et vraiment sécurisants pour toutes les parties. Donc voilà pour les garanties. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les garanties. Oui, j'ai des questions. Enfin, j'ai une question. Alors, les garanties bancaires sont émises à quel moment? À la réception de la commande ou avant le contrat? Il vaut mieux que vous négociez. En tout cas, vous négociez pendant que vous négociez hein, une garantie de paiement. Si vous n'êtes pas sûr, finalement. Après, c'est délicat. Hein. Effectivement, c'est comme ce qui est assez délicat, c'est que dans un crédit documentaire, vous pouvez toujours faire valoir le fait que, bon, vous voyez, le crédit documentaire, ça vous permet d'avoir la bonne marchandise dans les bons délais. Là, le fait de négocier, le fait de réclamer une garantie bancaire, c'est de dire, bah, je suis pas vraiment sûr que vous allez me payer. Maintenant, est-ce que vous pourriez me faire une garantie bancaire quand même au cas où? Ça s'entend, parce que des fois, il y a des gros montants à sécuriser, mais effectivement, c'est pendant le contrat. Il faut le négocier pendant le contrat. Hein, que ce soit dit, bah, écoutez, moi, je veux un virement à tel. C'est souvent ce qui est fait d'ailleurs, hein, c'est se dire bah, j'accepte mon paiement à échéance, mais contre garantie bancaire quand même. Très bien. J'ai une autre question, mais c'était à la suite d'une question sur le crédit documentaire concernant la confirmation. Donc, si on obtient une confirmation d'une autre banque dans le crédit documentaire, est-ce que c'est uniquement la banque de l'exportateur qui apparaît en ligne 59 et 57D et si cette nouvelle banque donc, qui va confirmer, est-ce qu'elle peut leur demander d'ouvrir un compte
pour obtenir cette confirmation? Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on va rentrer dans des aspects de conformité et de connaissance client. Mais effectivement, je vais vous faire une réponse de Normand, mais on va dire que oui et non. Dans l'exemple que je vous disais sur la banque sénégalaise et la banque anglaise qui confirmait effectivement, eh bien non, la banque anglaise n'a pas demandé à notre client d'ouvrir un compte pour confirmer ce crédit documentaire. Elle a accepté de prendre un risque sur la banque sénégalaise. Elle a dit, OK, vous allez me présenter des documents, moi je vais me rémunérer dans le cadre de de la confirmation. Euh, et je transmettrai les documents à la banque sénégalaise. C'est son choix. Maintenant, les banques normalement mondiales, hein, mais dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, sont censées connaître les protagonistes avec qui ils travaillent. Et de ce fait, et faire un travail de connaissance client, c'est assez long. Et s'il n'y a pas d'ouverture de compte, ou alors en tout cas de mise en relation, c'est en tout cas voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc logiquement, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, est-ce qu'un établissement français voudra bien confirmer un crédit documentaire avec une entité non cliente? Ça peut, ça peut. Ça peut, et parfois, sur d'autres établissements, ce sera pas accepté. Tout ça dépend de l'établissement bancaire. D'accord. Très bien. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu avais d'autres précisions à apporter. Non, l'idée, c'était vraiment de conclure en vous disant, bah, écoutez, les risques à l'export sont là. La situation sanitaire, géopolitique fait que, effectivement, et économique fait que c'est de plus en plus difficile pour vous, exportateurs, et vous avez bien du courage. Mais en même temps, c'est là où les marchés sont, d'aller à l'export. Et ben, il faut se sécuriser un maximum dans vos transactions. Et le crédit documentaire reste, malgré son grand âge, la solution la plus sécurisante pour vous. Maintenant, il y a d'autres solutions de paiement. Il y a des solutions de garantie également. À vous, après, d'apprécier en fonction de votre appréciation du risque pour votre entreprise, savoir ce que vous voulez faire et combien vous êtes prêt à payer aussi, parce que ce sont des moyens de paiement plus chers pour sécuriser vos paiements. Hein. Donc, charge à chaque entreprise après de voir qu'est-ce qu'elle est prête à supporter comme risque sur telle ou telle zone avec les moyens de paiement qu'elle pratique. Donc voilà, hein, au niveau des différents livres de chevet que vous devez avoir. Euh, j'ai récemment aiguillé un client sur le site effectivement de la bibliothèque de ICC, de la Chambre de commerce internationale. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les contrats, notamment. Hein, les contrats, Monia vous en parlera certainement mieux que moi, mais voilà, l'idée c'est que il y a des ouvrages là-dessus, il y a des ouvrages sur les crédits documentaires, sur les remises documentaires, sur les incoterms. Et bien sûr, on est à disposition toujours, hein, pour en discuter avec vous de tous ces moyens de paiement et de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accepter de la part de vos clients. Tout à fait. Je propose aussi que s'il y a d'autres questions par la suite, après avoir tout digéré, de nous les transmettre par mail, donc soit vers moi, soit vers Kevin, puisque ses coordonnées apparaissent sur l'écran. Pour votre information, vous allez recevoir le support de la présentation de Kevin dans quelques jours. Et puis, pour toutes vos questions liées à l'international, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, voilà, on est à votre disposition dans les CCI et chez BCI pour vous accompagner. Une dernière chose, vous avez aussi un petit questionnaire, si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre à l'issue de ce webinaire, ça serait gentil. Voilà, merci beaucoup en tout cas à toi, Kevin. Et merci à tous d'avoir participé à cette réunion.
en ligne. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.